Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons commencé une émission avec un membre éminent absent, Michel Branchi, pour cause de campagne. Nous le saluons et nous lui souhaitons paix, sérénité dans les moments durs qu'il va passer. Et nous lui souhaitons d'en sortir vivant et de nous revenir en janvier élu. Pourquoi pas. Monsieur Gagnon. Pourquoi ce sourire sarcastique quand je dis que Michel va revenir élu? Parce que je dis... Vivant et élu. Vivant et élu. Vivant et élu. Oui. Ça va bien? Ça va. Changer de coiffeur, là c'est un bon coiffeur. Je ne vais pas changer de coiffeur. Ah ben alors, cette fois-là, il a fait des efforts. Il a fait des efforts. Daniel, ça va? Ça va, merci. Un petit numéro qui est presque un numéro nécrologie. Alors c'est très amusant ce journal parce que d'un côté, sans le dire, l'Alliance pour une Martinique nouvelle fait du jeunisme. Oui. Du joli jeunisme avec des photos de jolies jeunes filles qui font le discours. On pourra pas voir là. Et puis malheureusement, la réalité de la vie, c'est la nécrologie de Raymond Roustad, militant du PPM. Que nous avons accompagné, comme on dit, généralement hier à sa dernière demeure. Ouais. En fait, il a été incinéré comme il le souhaitait. Et puis la disparition de Georges de Vassoine. Mais on reprend la parole, si vous voulez. Alors, je t'ai coupé. Là. Pour Raymond, pour finir, d'abord, c'est quelqu'un que nous connaissions depuis très longtemps. Il avait 81 ans. Hein. Et je l'ai connu, moi, quand j'étais étudiant à Antony. C'est l'un de mes mentors, comme je dis, ceux comme les Rodolphe Désiré, etc., plus âgés que moi, qui m'ont accueilli, moi, petit provincial de 17 ans, qui m'ont accompagné dans les arcanes, n'est-ce pas? Et Raymond Roustad était ce que j'appelle, j'aime bien, même si certains n'aiment pas cette expression, l'une de nos petites mains, c'est-à-dire les bénévoles militants qui, le mercredi matin, viennent au siège du parti pour plier le journal, le distribuer, etc. Le passage obligé. Passage obligé, le mercredi matin. Alors, Georges de Vassoigne, 84 ans, oui. Schellcher, Terville, etc. Nous avions déjà fait un tout petit papier sur lui, puisque son décès est un petit peu plus ancien. Et notre camarade, Christian Lapoussinière, a tenu à lui rendre hommage, parce que c'était, en plus d'un membre du parti, c'était un membre éminent du Centre césarien d'études et de recherche, le CCER. Voilà. Très bien. Bon, on n'a pas justice que M. Branchi, qui va certainement nous regarder, si la campagne en laisse le temps, nous fasse parvenir le journal papier le jour de l'émission. Une petite citation dont vous connaissez l'auteur. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Fanon. Bon, on va essayer de faire ça. Frantz Fanon. On va essayer de faire ça. Il y a justement, je ne sais pas si c'est demain ou samedi, à Paris, dans le 19e arrondissement, une soirée d'hommage à Frantz Fanon, avec des conférences et un film. Oui. Frantz Fanon n'est plus tellement à la mode. Pourquoi ça? Son discours n'est plus... Non, ce n'est pas ça. À notre époque. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Enfin, nous en Martinique. Oui, en Martinique, je pense. Mais il y a une profusion d'éditions. Oui. En librairie, là, il y a des choses nouvelles qui sortent et qui sont extrêmement intéressantes. Et puis nous, ça ne nous concerne pas beaucoup. Nous, on est là pour produire des talents. Et puis le monde en fait ce qu'il veut. Good. Et nous, on fait dans le jeunisme. On fait dans le jeunisme, ça c'est vieux bagage. Voilà. Alors j'ai un petit papier que j'ai trouvé en quelque part, et je l'ai réintitulé « Attentat, quelles conséquences pour l'économie ?» Très rapidement. Hein. Il est aujourd'hui impossible de dire quel sera le coût de ces événements, des attentats, pour l'économie globale. On a 2 semaines. Hein. Mais malgré tout, la Direction générale du Trésor a tenté d'extrapoler le coût des attentats en prenant les attentats qui se sont perpétrés avant, et puis essayer de tirer des projections qui ont été perpétrés. Enfin, quelque chose comme ça. C'est ça qui fait, quoi. C'est bien attentat qui était fait, quoi. C'est bien dit. C'est ce que je veux que Gagnon aura des données sévères. Gagnon aura des données sévères. Gagnon, par contre, être facile. Il connaît trop bien le salaud. Il connaît trop bien. Alors, ces données ont été comparées aux données concernant les attentats de Paris, et puis ils ont conclu à 2 milliards. 2 milliards d'euros. En disant qu'il faut voir malgré tout ce que ça va donner au niveau de Noël. Oui, mais 2 milliards d'euros, c'est une plaisanterie. Hein. Ouais. Sur un plan macroéconomique, c'est peanuts. C'est 0,1% du PIB. Ouais, la France a les moyens
d'amortir les répercussions qui sont essentiellement des répercussions liées à la fréquentation touristique. Sur le reste, le commerce et puis les transports aussi. Les gens bougent un petit peu moins. Ils sont obligés de bouger quand même. Le PIB du tourisme en France, c'est 5,5%. Ouais. Donc la France n'est pas un pays touristique. Un pays touristique, c'est un peu plus l'Espagne, par exemple. Les attentats de Madrid avaient totalement déstructuré le tourisme espagnol. C'est pas un pays touristique, mais ça reste quand même un pays qui reçoit le plus grand nombre de... Ce que j'appelle un pays touristique, c'est par exemple Barbade. Barbade, 56% du PIB. Un tourisme intégré. Le Maroc, 40%. Le tourisme impacté dans ces pays-là, c'est l'économie qui s'effondre. En France, ce n'est pas le cas. Oui, il y a d'autres ressources. Ceci étant, on raisonne à l'échelle macroéconomique, mais quand on a un hôtel qui a l'habitude de recevoir des clients à une période donnée, quand il ne vient plus, c'est le chiffre d'affaires qui diminue non pas de 0,5, mais de 40%. Voilà. Donc l'impact de 2 milliards, pour le moment, établi à l'échelle du volume d'affaires généré en France, c'est pas grand-chose. Mais prix sectoriellement et individuellement, c'est lourd. C'est chaud. Les cafés-terrasses, pendant 15 jours, c'est 60% de moins de chiffre d'affaires. Ouais. Et les grands magasins? Les grands magasins. Pas parler. Bon. Non, mais attends, mais vous avez tous raison. Voilà. Il a raison, mais ce qu'il faut, c'est bien que les gens comprennent que le pays ne va pas s'arrêter. Parce qu'en fait, dans la tête des gens, c'est ça le problème. C'est que les médias disent quelque chose, ils affichent des chiffres, ils sont colossaux au niveau microéconomique, mais il faut dire aux gens... parce qu'en fait, il y a des jugements qui sont portés. Les gens disent, ah ouais, il y a des attentats, les gens continuent. Vous voyez, ce type d'amalgame. De raccourci. Bon, le pays fonctionne. Ceci étant, il y aura un coût. Après, puisque la logique de réduction des déficits est supplantée par la logique sécuritaire. Oui, il a déjà annoncé, le président Hollande. Il a annoncé et il a déjà dit aux Européens, à la Commission... On met ça de côté. Le pacte de... L'alignement il faut oublier ça. La formule, faut oublier. Je te la donne. Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Bon, donc les 2 milliards... Tant mieux. Oui. Donc les 2 milliards, c'est rien du tout. On va finir par les remercier, ces salopards-là. Je vous ai dit que là... tout concourt à ce que François Hollande soit réélu. Parce que si 2016, c'est une année d'emmerdement terroriste, faut pas que personne ne pourra dire à François Hollande, excusez-moi monsieur, mais le chômage. Il dit, monsieur, de quoi voulez-vous parler là? Nous sommes là en train de sauver le monde. Je suis en train d'aller voir Poutine, je suis en train d'aller voir les grands, qu'elle est d'accord, mais qu'elle me suit, j'ai repris la main, j'ai la carte. Il est bon, c'est très très bon. C'est un gros chat. Ce n'est plus flambe. C'est plus flambe. Ah non, c'est terminé. Plus personne ne va se dire ça. Il fait son boulot, il fait ce pourquoi il assume ses responsabilités. Il n'aurait pas fait, ça aurait été peut-être pire au niveau de l'impact au niveau public. Mais il y a une chose, c'est que on s'est rendu compte de quelque chose. C'est qu'il y a l'action d'État, du chef d'État, et puis il y a le contexte politique. La déclaration à Versailles, le lundi, devant le Parlement réuni. Le Congrès. En Congrès, le Parlement réuni en Congrès. Il y a cette déclaration, il y a la réponse de Christian Jacob, président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, qui veut avoir un petit ton divergent, mais on reste une tonalité globale. Le lendemain après-midi, à l'Assemblée nationale, où Bruno Lestor-Azero, notre cher député maire de Sainte-Marie, fait une intervention disant « L'outre-mer est solidaire avec vous, l'outre-mer porte sa fraternité ». Standing ovation. Il est standing ovation sur une partie des bancs. Sur une partie des bancs. De l'Assemblée, et non sur l'ensemble des bancs. Et ce jour-là, il y a une bronca. Et sur quelle partie des bancs? La partie gauche, groupe des Républicains de gauche, les démocrates, groupe dans lequel il est inscrit, les socialistes et le groupe des RPP, les radicaux républicains, démocrates et progressistes. Ça ne s'est pas levé à droite? Non. La droite ne s'est pas levée. Il n'y a pas eu de manifestation hostile. En revanche, il y a une véritable bronca de la droite, interpellant Christian Taubira, ce qui a provoqué un sentiment d'indignation généralement partagé par toute la France. Par toute la France. On était dans une situation de deuil national. Il y a un moment, les politiques ont été rappelés à l'ordre. On n'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'il faut s'amuser à rentrer dans une logique, dans une querelle politicienne. On va aborder ça tout à l'heure. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a
l'action du chef d'État, il y a un consensus qui est fait, et on s'aperçoit qu'alors que la campagne électorale en métropole est stoppée, nous sommes à quelques jours du vote, mais la campagne est stoppée parce qu'il y a état d'urgence et qu'on est dans une logique de deuil national qui sera célébrée samedi, demain, eh ben, ceux qui se trépignent se sentent que cette période ne leur est pas favorable. Donc ils font tout, dont Dupont-Aignan, qui reparle de Cayenne. Oui. Je crois qu'il y a un siècle de retard, c'est pas un siècle et demi de retard, pour pouvoir réexister sur le plan politique et médiatique. Si tu veux bien, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, cher ami, moi j'ai envoyé. Tu veux bien. Ben oui. Alors, en passant, non, j'aime bien, tu sais que j'aime du côté maître d'école. Le paquet de cigarettes neutres a été validé. Nostalgie, ça. L'Assemblée a approuvé de justesse l'instauration du paquet de cigarettes neutres à partir de mai 2016. On en avait déjà parlé, mais c'est bon qu'on en reparle encore, parce que c'est un véritable fléau, cette histoire de cigarettes-là. 78 000 morts de tabac par an. Je te regarde, mais c'est pas à toi que je pense, hein. Galion, c'est pas à toi que je pense. 78 000 morts de tabac par an. Si vous êtes un monde qui nie le remède de l'immortalité, montrez-moi. Non, mais de la survie par la pollution générale qu'il y a. Oui, mais c'est le remède de l'immortalité. Comme 21, participe. Mais enfin, bref, bon, j'ai dit que j'avais dit que je n'avais pas trop regardé pour parler de ce sujet. Et pourtant. 78 000 morts de tabac par an, c'est plus de 200 morts par jour. OK? Alors que dans tous les autres pays européens, la consommation de tabac diminue. En France, elle augmente. C'est terrible, hein, nous les Français. L'amendement de suppression de cette mesure en nouvelle lecture du projet de loi santé a été rejeté par 56 voix contre 54, parce que vous savez, il y a eu un amendement pour que ce projet qui était dans cette décision suggérée, proposée par Marisol Touraine, sa grande loi sur la santé, qu'on avait mis une clé. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que pas moins de 17 socialistes ont tenté de supprimer cette mesure. Socialistes, bon, finalement, personne n'est parfait. Hein. Alors, le paquet de cigarettes neutres, c'est tout est marque. La même forme, la même taille, la même couleur, la même typographie, sans aucun logo. Le nom de la marque continue à apparaître en tout petit sur les paquets. Pour que tu saches que c'est mesure cosmétique. Bon, le Sénat propose à la place de suivre la directive européenne qui, elle, prévoit simplement d'amplifier les mesures déjà existantes sur les logos, et les messages. Les messages, voilà. Bon. Alors, le paquet neutre donne moins envie de fumer aux jeunes. Cosmétique. Passe-t-on. Il est moins sexy. Tu parles. Non, mais tu comprends le sexy quand même. Il augmente la perception de dangerosité. Oui. Le paquet neutre est moche. Il alerte, mais il dit la vérité. C'est vrai, il est moche. Bref. Dans tous les cas, ça a été instauré en Australie, en Irlande, en Royaume-Uni. Et il fume moins là-bas. Et ça marche. Oui, il fume. Ça marche. C'est sûr. Terrible. Non, je veux demander à mon préféré, n'est-ce pas que ça marche, Gaillard? Oui, ça marche. Bon, Gabriel. Tu es mon préféré. Tu es Gabriel, mon préféré. Ton acte manqué. C'est un acte manqué. Non, il y a bien évidemment une part de marketing énorme. C'est comme les parfums. Les cigarettes, c'est comme les parfums. Donc le marketing pèse lourd. Mais ce que je voudrais dire à Gabriel, et qu'il partage probablement, c'est pas tant les problématiques législatives, okay, puisque Gabriel se ferait un plaisir de dire que derrière tout ça, il y a une hypocrisie monstrueuse, puisque l'État touche l'essentiel des recettes liées à la vente de paquets de cigarettes. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le cynisme des fabricants de cigarettes. Des cigarettiers. Je rappelle à tous les jeunes qui nous écoutent, et les moins jeunes, qu'il y a un film qui est fabuleux, qui s'appelle Révélation. Ok, et qu'il faut absolument voir, et qui indique que, en fait, dans les laboratoires des cigarettiers, il y a des gens qui passent leur temps à concevoir et à rajouter des produits à côté du tabac. Le tabac, moi, je pense que c'est un produit noble. Mais l'ensemble des produits qui y sont rajoutés pour que ceux qui ont pris la taf la première fois soient inoculés pour ad vitam aeternam. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, lorsque les rois catholiques d'Espagne fumaient un cigare, on pouvait dire que c'était noble. Mais à partir des années 50, 60, 70 du siècle dernier, il y a une industrie de la mort
qui s'est mise en place. Et c'est ça, ça qu'il faut condamner. Dans le sens de ce que tu dis, il a fallu de 30 ans entre l'établissement du caractère, de la dangerosité du tabac, et puis les premiers procès, les premières mesures prises, les mesures législatives prises pour ralentir la consommation. Qu'un cigarettier nous donne une cigarette dans laquelle il n'y a que du tabac, le cubain par exemple, il n'y a que du tabac. Le cubain t'offre la cigarette, les cigares. Oui, non mais déjà. Pareil, qui nous donne à fumer du cigare, ok, ou une cigarette faite uniquement de brins de tabac, à la limite, il y aurait débat. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est pas le gouvernement qu'il faut attaquer parce qu'il fait ça. Le gouvernement prend des lois sous la pression, on va dire, de lobby, donc soit du côté des cigarettiers, parce qu'il y a des pays où ils sont libres de vendre, de commercer, de faire de la publicité. Je vous rappelle que la publicité pour la cigarette en France est limitée, sinon interdite. Est totalement interdite. Et puis, de temps en temps, il y a quelques mesures, enfin, positives qui vont dans ce sens. Plus loin. Des mesures cosmétiques, dit Gabriel, parce que je ne suis pas persuadé que le paquet neutre va entraîner forcément une diminution de la consommation. Tous les pays dans lesquels il a été mis en place, il est vrai, note une diminution. Je suis bon. Cosmétique. Attends, Daniel, je sais ce que tu as dit, tu es fumeur. Ton jugement, tu es fumeur, mais tu fumes de tabac. De cigare. De cigare. Alors, donc, c'est pour ça que tu n'es pas concerné. Parce que, non. Ce qu'a dit sous la cigarette. On ne confond pas pipe, nous sommes d'accord. Cigare, et puis, ni non plus le tabac brun que fume, je ne dirais pas son nom, on n'est pas fait de la pub, qui est le seul que fume Gagnon. Nous sommes d'accord là-dessus. L'un des plus rapides. On pense surtout au tabac blanc. On pense surtout au tabac blanc. On pense à tous ces gadgets, avec les filtres, etc. Des trucs qui sont faits pour réellement. Je voulais revenir. C'est de ça qu'on parle. Vous faites un effort, vous tous les deux. Non, je voulais revenir sur les États-Unis. Pensez à nos enfants. Mais oui, je pense à eux. Je voulais revenir aux États-Unis. Égoïste. J'ai un fils qui fume, hein. Ah oui, bon. C'est moi qui baille cela. Je voulais revenir aux États-Unis. Rappelez-vous les procès qu'il y a eu avec les cigarettiers. C'est ça. Je ne dirai pas le nom des marques. Mais tu peux, Marlboro, Philip Morris, Lucky Strike, etc., etc. Et là, c'est des millions de dollars qu'ils ont à payer. Le plus beau procès de Marlboro, c'est celui qui posait pour Marlboro, qui était le même pendant des années, qui, lui, finalement, avait cru à ce qu'il disait sur les cow-boy. Le cow-boy, qui s'est retrouvé à faire un procès. Messieurs, en 2015, une femme sur 5 a été victime ou est victime de violences physiques en Europe. OK? Vous me suivez? Oui, oui. Vous comprenez pourquoi je vous parle de ça, c'est que le 25 novembre, hier, cette semaine, comme c'est rediffusé, a été la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée organisée par les Nations Unies. En 2015, une femme sur 5 est victime de violences physiques en Europe. OK? Une femme sur 3 dans le monde est battue, victime de violences sexuelles ou autrement, maltraitée au cours de sa vie. La violence et le viol conjugale, la violence conjugale et le viol, représente pour une femme âgée de 15 à 40, j'ai fait un gros calcul, arrêtez là. Pour une femme âgée de 15 à 44 ans, un risque plus grand que le cancer, les accidents de la route notamment, bien, la guerre et le paludisme réunis. Vous vous rendez compte? En France, une femme meurt tous les 3 jours, dans tous les milieux, dans la ville comme à la campagne. Si vous avez à choisir, vous voudriez changer de sexe, messieurs, après ce que je viens de dire là? Pas forcément. Forcément. Je trouve la question un peu perverse. Elle est très perverse. Elle est très perverse. Non, mais nous sommes les hommes horribles. Je vous demande à vous, mesdames, de nous pardonner. Pardonnez-nous, nous sommes méchants. Sans oublier... Parce que nous sommes plus faibles que vous. Sans oublier qu'en proportion moindre, il y a aussi des hommes battus. Ah oui, mais c'est tellement... En proportion moindre. Mais c'est pas des hommes. Donc là, tu veux plaisanter. Là. Ouais, non, je ne plaisante pas. Tu veux dire quelque chose. tu occupes les corps. Non, pas du tout. Daniel parle. À vous, dis quelque chose. Ah ouais, mais il y a des hommes qui sont aussi... je pense que ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large, qui est celui des discriminations faites aux femmes. Et je pense que je faisais la remarque à un certain nombre de candidats aux élections, à la CTM, la place des femmes
qui représente, d'après nos études, 62% des électeurs qui s'expriment. C'est colossal. Elle représente malgré tout 55% du corps électoral, 52% de la population, 55% du corps électoral et plus de 60% de ceux qui vont voter. Leur bulletin. La place des femmes, le poids des femmes, leur interaction en matière économique, culturelle, etc., est totalement absent, sont totalement absents du discours politique. Ça, donc ce dont on vient de parler, et je l'inscris dans un contexte plus global, nous n'avons pas ici, je reviens à Martinique, nous n'avons pas encore compris, nous, comme dans d'autres pays, que le poids économique, ne serait-ce que celui-là, on en parle presque à chaque émission. Le poids économique d'une majorité est quand même fondamental au développement économique d'un pays. De l'ensemble. Donc, quand un chef d'entreprise, j'en suis un, choisit de discriminer pour un emploi équivalent le salaire de la femme par rapport à celui de l'homme, il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied. Il s'atrophie, il s'enlève un moyen et globalement, tout ça, de prospérer. Tout ça percute. Alors, bon, on a l'air de pérorer, de parler de trucs, mais la réalité, elle est là. Hein. Les études INSEE sur le décalage entre femmes et hommes en matière de salaire est extrêmement claire. Ouais. Et plus elle monte dans la hiérarchie, plus malheureusement, Galion, pas de machisme, s'il vous plaît. Bon, allez. Non, je vous dis ça. Je vous dis ça. Vous le manager. Bon, alors, fais comme tu es. Dis comme tu es, dis comme tu es. Macho ne veut pas dire misogyne. Ouais. Je crois que bon. C'est quoi ça, c'est intéressant. Macho ne veut pas dire misogyne. Non. Un macho adore les femmes. Il adore sa maman. Il adore sa maman. Il aime sa maman. Un macho. Et qu'est-ce qu'il fait avec les autres femmes? Il aime sa maman. Il respecte les femmes, simplement, il leur demande aussi du respect. Ouais. Il ne va pas sortir vivant de ce Un macho n'a pas besoin de sortir les poings, de sortir les muscles pour pouvoir établir un rapport normal entre un homme et une femme. Une hiérarchie. Pourquoi tu dis pas besoin de hiérarchie. On n'a pas besoin. Une différence. OK? Mais c'est normal. OK. Il y en a un qui est plus gros, plus lourd que l'autre. Théoriquement. En fait, tout ce que je viens de dire est complètement balayé. Non, c'est pas balayé. Non, mais c'est ça la liberté d'opinion. C'est ça la liberté d'opinion. Ce n'est pas balayé. Au contraire, c'est pas balayé. Je crois que bon, là, il y a c'est complémentaire, Edith. C'est qu'en réalité, quand on regarde, je pensais, quand on regarde un petit peu, on est sur une journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes. Quand on regarde à l'échelle du monde, les chefs d'État, hommes-femmes, le différentiel est énorme. Peu de femmes dirigent les pays dans le monde. Elles sont dirigeantes de pays. Quand elles sont présidents de la République ou un ministre, on va s'apercevoir que ce sont des pays qui, en réalité, ont un système assez verrouillé en termes de rapport hommes et femmes. Je pense à Indira Gandhi, qui était Premier ministre d'Inde pendant des années. Or, l'Inde, ce n'est pas un pays où la femme, forcément, doit avoir la parole. La dernière présidente argentine. On va en parler tout à l'heure. Mais vas-y. Pays latin, donc censé être pays machiste par excellence. Qui a su créer autour d'elle une ferveur. Etc. Le Bangladesh. Oui. Femme. En Afrique, il y a une vieille présidente de la République femme. Etc., etc. Donc ces pays-là qui ont des systèmes sociétaux très forts, verrouillés sur le machisme, ou du moins sur l'impossibilité pour la femme de pouvoir peser ou exprimer quelque chose. Dans le monde occidental. Et c'est là que c'est paradoxal. En France, on a eu une femme Premier ministre, une. Et dites que ça. Dans l'expérience politique, une. Ça a été une catastrophe au niveau expérience. En Angleterre, une femme Premier ministre pendant plus de 10 ans. Margaret Thatcher. Mais une reine depuis 60 et quelques années. Et c'est le pays l'Angleterre, c'est le seul pays, le premier pays où une femme pouvait monter sur le trône. On va s'apercevoir qu'aujourd'hui, si les lois changent, donc les sociétés évoluent, simplement c'est que le phénomène de violence, on va toujours pouvoir épiloguer phénomène de faiblesse, phénomène d'incontinence, phénomène de frustration, tout ce qu'on veut.
Mais il est vrai qu'il y a un vrai phénomène, un vrai problème d'éducation dans le monde et que tout ça ne sera réglé malheureusement avant que nos petits-enfants eux-mêmes deviennent grands. Problème d'éducation. Vous n'aurez pas ma haine. C'est la lettre poignante du mari d'une victime des attentats. Il s'appelle Antoine Léris, il est journaliste à France Bleu. Il a perdu son épouse le vendredi funeste lors de l'attaque du Bataclan. Dévasté, il a écrit une lettre ouverte aux terroristes qui ont tué l'amour de sa vie en leur disant « Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. » De sa femme qui dit avoir revu le matin, mais en rêve naturellement, elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque je suis tombé amoureux, éperdument, il y a plus de 12 ans. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité? Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Petit garçon de 17 mois. Et il explique qu'il doit désormais se concentrer sur leur enfant, Melville. Il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre, car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Il y a de très belles choses qui ont été écrites. Il y a aussi un journaliste de Toulouse, autant que je me souvienne, dont je ne me rappelle plus le nom, qui a écrit aussi une lettre comme ça à Daesh. Très belle lettre. Il y a vraiment comment je pourrais dire ça? Ces attentats ont révélé des postures, le mot ne convient pas, des sentiments. D'abord des situations. Des situations, mais des sentiments. Un père avec un gamin de 17 mois qui perd sa femme, qui va reconstruire gentiment. Des sentiments de générosité et d'humanité. C'est ça c'est beaucoup de souffrance. Calion. Je crois que, bon, déjà, je n'ai pas trop envie de commenter, parce que je crois que le texte suffit. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai envie de dire que la beauté de l'âme, ce n'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde. Good. Moi, j'aimerais profiter de ces moments-là pour dire que j'ai été particulièrement choqué d'un certain nombre de lettres qui, à l'inverse, ont été écrites par notamment des artistes ou des gens qui étaient dans une ambiguïté totale vis-à-vis du terrorisme. Il y a notamment un texte de Patrick Chamoiseau, qui est publié dans l'Humanité, qui m'a laissé totalement perplexe. Sur cette espèce d'ambiguïté du style, bon, à la limite, les gens qui sont victimes, globalement, l'ont bien cherché. Oui, c'était cherché. Ça continue, quoi. C'était déjà ça en janvier. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un avion rempli de Martiniquais qui saute pour que les gens ici puissent condamner sans ambiguïté le terrorisme. Non, parce que... Non, mais moi, je suis super inquiet. Attends, il y en a qui vont... Non, attends, il y en aura qui diront vous êtes cherché parce que vous êtes français. Vous êtes français. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que... Jusqu'au bout, alors moi je dis à ces gens-là, mais les mecs, engagez-vous. Allez combattre les puissances occidentales en Syrie. Mettez-vous chez Daesh. Et j'ai envie de leur dire, mais les mecs, levez un peu la tête, quoi. Et puis souvenez-vous, le terrorisme, c'est bien évidemment l'arme suprême des gens stupides. Et que de toute façon, et il faut garder ça en tête, les terroristes échouent toujours. Je t'interromps un peu, parce que tu me l'as réfléchi. J'ai vu en diagonale, et c'est vrai que je l'ai rejeté même de mes fiches, le mot de Chamoiseau. De Chamoiseau, oui. Qui était un lieutenant, enfin proche de Glissant, qui expliquait que nous devons être porteurs d'une nouvelle lumière, que nous, déportés, diaspora, qui avons connu la traite, qui avons connu l'esclavage, qui avons connu la souffrance. Et sa formule était « nos souffrances sont loin derrière nous ». Donc ce qu'on doit amener maintenant, c'est de la lumière. Ouais. C'est pas l'obscurantisme de dire « voilà, la colonisation ». C'est vrai qu'il y a eu la colonisation, c'est vrai qu'il y a eu les horreurs, mais tu ne justifies pas une horreur par une horreur pire, tu ne justifies pas l'ignominie par la barbarie, etc. Moi, je me demande ce qu'auraient dit ces gens-là s'ils avaient vécu le conflit 39-45, et au Radeau-sur-Glane, les Allemands arrivent, ils suppriment un village entier, et c'est du terrorisme, puisque l'idée c'est de supprimer des gens pour
que les autres n'aillent pas dans une forme de résistance contre les nazis. Alors, comment peut-on trouver une justification au terrorisme, quel qu'il soit? C'est Jean-François Kahn qui expliquait que quand on conduit, il faut faire attention, qui expliquait qu'en fait, il ne veut pas qu'on en parle de barbares, parce qu'il y a des humains, même si terroristes sont des humains, à qui il faut reprocher leur idéologie. C'est leur idéologie qu'il faut. Tu vois, on a un peu glissé, parce qu'on avance sur cette question-là, sur le plan de la philosophie. Parce que ce sont les idéologies qui sont barbares, pas les hommes. Et ce sont les hommes qui se retrouvent pris par l'idéologie, mais ils sont pris dans un contexte tout à fait reprochable et inadmissible. Quand tu bois comme ça une idéologie de la violence et tout. Mais il faut toujours quand même leur conserver leur humanité. C'est quand même une forme d'excuse. Non. Or, ils ne sont pas excusables. Non, mais les Allemands qui... C'était pas excusable. Je ne parle pas d'excuses, je dis qu'il faut replacer bien les choses à leur place. On ne peut pas justifier, expliquer ce phénomène-là par la colonisation, par la barbarie antérieure. On ne peut pas non plus dire que ces gens-là, ce sont des sous-hommes qui n'existent pas, qui ont perdu toute humanité. Il reste des hommes qui sont empreints d'une idéologie, mais totalement... C'est leur idéologie qui est barbare. On peut dire quand même que ce sont des barbares. Je ne suis pas d'accord. Parce que d'une certaine façon, accoler à ces gens-là la notion de barbare, c'est leur nier leur fonction et leur réalité d'être humain. Lévi-Strauss montrait la chose dans Race et Histoire. Il montre bien que nier le caractère humain, c'est déjà une forme de barbarie. Tu les chosifis. Tu les mets dans une poste définitive. Et ça veut dire que, et puis eux, ils vont ils deviennent irresponsables. Irresponsables parce qu'ils sont hors jeu. Ils sont hors jeu de l'humanité. J'aurais tendance à dire, à partir du moment où on qualifie quelqu'un de barbare, remontant à l'histoire. C'est qui les barbares? C'était ceux à qui les Européens ne reconnaissaient pas la notion d'humanité. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'était quand même des êtres humains. Absolument, on est d'accord. Aujourd'hui, la notion d'humanité est beaucoup plus partagée dans le monde, mais elle n'est pas totalement partagée. Dès lors où, au nom d'une idéologie, au nom d'une religion, au nom d'un idéal, au nom d'une vision précise, on estime que nul autre qui ne partage pas n'a pas droit de vivre. N'a le droit d'exister. Ce n'est plus du barbarisme. C'est anti-humain. C'est une négation totale nous sommes d'accord. De l'essence humaine. Et les actions terroristes ne sont pas des actions hasardeuses. Ce ne sont pas des actions de pulsion. Elles sont pensées, réfléchies, programmées. Tout à fait d'accord. À partir de ce moment, il y a un acte délibéré volontaire. Donc, le terrorisme, quel qu'il soit, on peut remonter à l'histoire, on peut essayer de trouver des... Est inexplicable et inadmissible. Et inadmissible dès lors où la note à payer. Si on veut entrer en guerre, on entre en guerre contre un État, contre un système. Il y a toujours les débordements, mais il y a un acte de guerre d'État à État. Là, c'est un acte de guerre contre l'humanité. Pas contre les militaires, pas contre les objectifs. C'est contre l'humanité. Voilà. Un dernier mot quand même. Un dernier mot, comme tu dis. Un petit dernier mot. Les gens qui aujourd'hui, de manière très ambiguë, disent, on va simplifier, que finalement l'État français ou le peuple français ou les Français l'ont bien cherché, sont d'une hypocrisie totale. Parce qu'on ne les a jamais entendus ni lus quand l'État français a décidé de bombarder la Syrie. Moi, ce que je préfère, c'est au moment où le gouvernement français, ce qui est contestable, et moi je le conteste, je suis le premier à le contester, quand on dit l'État français va bombarder la Syrie. Hollande, pourquoi? Ok, et là, il faut écrire des textes. Pas quand, en retour, il y a des terroristes qui déchoukent des gens. Parce que là, c'est ambigu. Par contre, quand on est contre le bombardement de l'État syrien ou des factions syriennes, eh bien, on l'écrit à ce moment-là. On prend ses responsabilités. Voilà. Bref, l'histoire, de toute façon, jugera et je crois qu'on ne sera pas là pour voir le résultat. Messieurs, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape pour l'Argentine. Michel aurait dit le retour au néolibéralisme. C'est parti. C'est pas faux. Avec l'avènement de M. Mauricio Macri, qui a été élu président dimanche soir. C'est la première fois depuis plus de 50 ans qu'un candidat libéral arrive au pouvoir.
Par les urnes. Oui, d'accord, par les urnes. Il faut toujours rappeler à Michel qu'il y a les urnes qui Oui, parlent. par les urnes. Ouais. Alors, il était président élu avec 52,11% des voix contre 47,89% à son adversaire de gauche, qui est Daniel Scioli, qui avait été désigné de mouvement de loi Son adversaire par la péroniste, Madame Kirchner, Christina Kirchner. qui elle-même avait succédé à son mari. Alors elle, c'est très démocratique. ouais. Alors elle, oui, mais toujours par les urnes. Par les urnes, hein. Par les urnes. Elle, c'était une femme qui galvanisait les foules, une très belle femme, toujours belle, je l'ai vu à la télé. Elle haranguait pendant des heures, très latino-américaine, pendant des heures C'est de du public. machisme à l'envers, ça. Alors, le mouvement là, qui s'appelle Cambiemos, ça veut dire pour ceux qui nous changeons. Voilà. Changeons. C'est un mouvement basé sur l'humilité, sur la sobriété par rapport à ce qu'il y avait avant, et puis qui est quand même une coalition des forces de l'opposition. Et bon, alors les mauvaises langues disent que c'est l'usure du pouvoir de Kirchner qui justifie que ce monsieur ait été élu, mais par les urnes. Après 12 ans, ils sont quand même restés 12 ans à la tête du pays, comme tu le disais, mari et épouse qui a succédé. D'abord, il y a eu 4 années, qu'on dit mythiques, de Nestor Kirchner, qui est mort, qui a été synonyme de sortie de la crise économique, pire crise que le pays ait jamais connue, qui a initié... Crise qui était générée par quel régime avant? Attends, par le néolibéral d'avant, qui lui avait été, qui avait lui aussi été élu par les urnes. Carlos Menem. Carlos Menem. D'origine libanaise. D'origine libanaise. Avec ses roues Et Kirchner, ça d'origine quelque chose. Ce pays vraiment composite. C'est l'Argentine. L'Argentine, c'est les Allemands, c'est les Espagnols, les Anglais. C'est un pays d'immigration qui s'est construit. Alors, il faut quand même expliquer que sur la fin, il y avait notamment la manipulation des chiffres, une inflation galopante, la prise en main de l'INSEE du pays pour pouvoir trafiquer, manipuler les résultats. Oui, Michel, mon Dieu. Là, il aurait rebondi. N'en profite pas, s'il te plaît. Fais court. Il y a quand même eu 10 ans de forte croissance et puis il y a eu un recul économique, ça c'est la crise. Alors, il faut rappeler quand même qu'un des juges qui avait découvert que le gouvernement avait instrumentalisé et corrompu une certaine presse a été suicidé. Et que... Quelle épreuve? Enfin, Trucidé. Suicide. Il a été suicidé. Et d'ailleurs, l'enquête... Il a disparu de manière très étonnante. En fait, on l'a retrouvé chez lui, alors que les portes étaient fermées de l'extérieur. Donc, ça arrive, hein. Oui, ça arrive. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête en cours, et à mon avis, Kirchner ne va pas s'en sortir facilement. En tout cas, les chiffres de l'inflation des organismes indépendants sont de 4 à 10 fois supérieurs à ceux de l'INDEC, qui est l'Institut, qui est l'INSEE local. Les chiffres de la pauvreté dans le pays sont énormes. Et le problème est que Mauricio Macri, souvenez-vous de son nom, malgré tout, il faudra qu'il trouve une majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Voilà, on a parlé de l'Argentine, on a parlé de l'Amérique latine. Et pour finir sur l'Argentine, à part l'usure du pouvoir dont on a parlé, l'un des motifs de changement Cambiemos est la corruption ambiante. La corruption également, j'ai oublié de parler. Pauvreté, manipulation, c'est très latino-américain. Ah ben c'est clair. Alors, on reprend le sujet que tu avais initié sur, après les attentats de Paris, parce que les attentats, il y a eu effectivement une sorte de comportement de trêve, et puis malgré tout, les républicains qui se sont mis à éructer Madame Taubira, et qui se sont fait d'ailleurs reprocher même par des membres de leur propre parti, leur excès. Et moi, je me dis, est-ce que c'est ça que les Français attendent? La perspective, elle est politique, les régionales. Voilà. C'est ce qu'ils attendent dans ce moment-là, parce qu'ils estiment que il y a quand même plus de 130 personnes qui sont mortes, qu'on est dans une ambiance et une atmosphère de stress, de peur et d'angoisse, et que le pays est visé.
le terrorisme ne vise pas des groupes politiques, des gens d'une certaine type, de certaines types physiques, de couleur, etc. Mais c'est le pays qui est visé. Tu vois, mon adjudant, c'est mon adjuvant. Mon adjudant, c'est dans l'armée. Tu vois, mon adjudant, mon adjuvant, enfin, mon additif, la chose à ajouter. C'est que qu'est-ce qui va. Bon, d'accord, il y a eu tout ça, mais il y a des régionales là maintenant. Il y a les régionales. Qu'est-ce que les Français attendent de ces élus-là? Les régionales ne sont pas la priorité des Français. La priorité, c'est la sécurité. Ouais. C'est l'angoisse et le stress. Bon. Il y a un rendez-vous inéluctable, il faudra le faire. Cela veut dire que le résultat qui va sortir des urnes, où il traduit une angoisse qui se manifeste à travers un bulletin, et c'est pour ça que tout le monde commence à regarder, est-ce que le vote Front National va être amplifié? On y vient. Parce que jusqu'au 30 novembre, l'issue était claire. Hein? Le Front National est en tête. D'accord. Est-ce que ça sera cette tendance qui va se confirmer, ou est-ce qu'il y a dans au moins 2 régions, il faut préciser, pas toute la France. Ou est-ce qu'il y aura un inversement de tendance qui va venir donner un bonus aux représentants du gouvernement? Ce qui serait paradoxal, parce qu'on est sur une élection régionale, et ça concerne uniquement les politiques régionales. Le problème, c'est que Pourquoi ça ne devrait pas servir, et je te prends la parole, pourquoi ça ne devrait pas servir le Front National, puisqu'il joue la carte du tout sécurité, du truc arrêté aux frontières, et tu reprendras la parole. Oui, mais Daniel, tout le monde est pour le tout sécurité en ce temps-ci. Donc ça devrait servir au Front National, il dit. Pas forcément. Alors, il faut faire attention. Là encore, savoir raison garder. 2 régions sont concernées, le Nord, Picardie et puis la PACA, la région PACA. Quand on dit 2 régions concernées, 2 régions où le Front National est en position de gagner la présidence de ces régions. Voilà. Mais le Front National est en position de force dans toutes les régions. Oui. Mais attention. Aussi. En position de gagner, ça veut dire quoi? C'est pas vrai. C'est pas en position de gagner. Puisqu'ils ne font pas plus de 50% des suffrages. C'est ça. Donc, ils sont largement en tête. Oui, ça veut dire en clair. Qu'il y a un deuxième tour. Qu'il y a un deuxième tour. Automatiquement, et qu'au deuxième tour, on va rectifier. Très concrètement, Manuel Valls l'a déjà dit, et ça m'étonnerait que le Parti socialiste puisse déroger à ces, on va dire, ces injonctions, parce que ça va être ça. Il y aura un retrait du Parti socialiste, parce que dans les 2 régions, il est en 3e position, au profit des Républicains. Et avec ce retrait, on l'a vu au moment des élections cantonales, avec ce retrait, boum, le Front National est gagné. Mais pour répondre à ta question, malgré tout, les sondages indiquent que cette espèce de toute-puissance du Front National est remise en cause à cause des attentats. Pour une raison simple, c'est que le pouvoir en place décrit par le Front National avant les attentats, ces messieurs, c'est des laxistes, il y aura laissé immigrés rentrer, etc., exerce une telle pression sur justement ce milieu-là, à tel point qu'Estrosi dit, c'est bizarre, le gouvernement fait de la droite dure. Ah ben là, un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas des électeurs militants, mais des électeurs hésitants, disent, pourquoi on changerait pour des types qui nous montrent qu'ils sont capables de gérer une situation difficile. Oui, et pourquoi on changerait au profit du Luberlu sur l'Europe, sur l'euro, sur la fermeture des frontières totales, etc. Daniel, je t'ai interrompu. Non, moi c'est l'histoire des drapeaux qui m'intéresse. Les drapeaux? Oui, le drapeau bleu, blanc, rouge. Vous avez remarqué, vous avez, comme moi, suivi les informations. On en a parlé, continue. Non, les drapeaux bleu, blanc, rouge fleurissent partout en France, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui était... jusqu'ici, l'apanage de l'extrême droite, le Front National ou Debout la France, c'est comme ça, Dupont-Aignan, Debout la France. Alors qu'aux États-Unis... oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on leur enlève de leur colonne vertébrale, de leur substance, de leur terreau. Exact. Alors qu'aux États-Unis, le drapeau américain, vous voyez ça dans tous les films et tout, il est partout. Les gens ont des drapeaux chez eux, ils affichent leurs drapeaux. En France, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez IEZ, pas cela. Et là, maintenant, on demande aux Français de pavoiser, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une fête. On ne leur demande pas, ils le font d'eux-mêmes, à mon avis. Mais Hollande a demandé. Hollande a demandé. Surtout pour le... Oui, d'accord. Pour samedi. Oui. Mais ça avait commencé bien avant. Je vous avais dit, sur Internet. Oui, sur Internet, c'est symptomatique quand même. Ouais. Donc ça enlève une partie du terreau, justement, du Front National. C'est une très mauvaise nouvelle. Le terrorisme, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Front National.
Oui. C'est catastrophique pour C'est eux. paradoxal. Oui, oui. Mais oui. Monsieur, heureusement que je fais cette émission avec vous, parce que comme j'apprends des choses, mon Dieu, mais je vous remercie. Non, je vais faire comme tout le monde, je vais dire, ben, c'est bon, ils ont raison. Non, mais les monsieur sondages le raison. prouvent. Les sondages le prouvent. Non, mais pour rester là-dessus, c'est que bon, l'impact régional, oui, les partis politiques, eux, du coup, sont brûlés, et la campagne n'a pas de sens, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est le retour de bâton de la nationalisation des élections locales. Jusqu'à présent, toutes les élections, régionales, départementales, municipales, étaient vues sur le prisme national. Conséquences, impact, condamnation, répulsion par rapport à une politique nationale. Là, on sait une élection régionale qui doit être une élection stricto sur les politiques régionales de chaque région, et on va se voir que ça sera analysé sur le plan national, encore plus dans le contexte d'aujourd'hui, qui sera une réponse, quelle que soit sa réponse, une réponse nationale à un événement subi par tout le monde. Et c'est ça, le retour de bâton, et c'est ça l'inconvénient. Pour autant, c'est là que, bon, nous, on est complètement en dehors. On commence à se rendre compte qu'on est complètement. On est en dehors. C'est sûr. On n'a pas. On est en dehors de ça. On a commencé à être en dehors parce qu'on n'avait pas l'état d'urgence dès le départ. Il a fallu des demandes, mais ça a été rétabli. Ceci étant, nous ne sommes pas dans un contexte d'état d'urgence permanent. Il n'y a pas des forces de l'ordre en permanence. Il n'y a pas de garde. Vous chancez, l'aéroport seulement. Sur le port, il n'y a pas 25 000 militaires. Il n'y a pas de manif, il n'y a pas de grande manif. On n'est pas dessus. Manif, c'est mais comme nous sommes des macaques. Je dis pas ça. Ça y est, c'est revendu. Moi, j'aime bien moi en communauté. Tu ne peux pas appeler ces gens un macaque. J'aime bien. Mais comme on aime laisse-les autres appeler Taubira macaque. Comme on aime avoir des angoisses plus que les autres. Voilà. Parce que ça fait macaque là, c'est un singe avec la banane et tout ça. Tu sais très bien que c'est pas là-dessus. Bon, d'accord. Non, mais c'est bon. Comme on aime bien avoir plus d'angoisse que les autres. Il faut préciser. On aime bien accaparer les angoisses des autres. Il y a, au Morne Rouge, un assigné à résidence. Oui. Depuis des mois. Là depuis des mois. Depuis des mois. Eh bien, tout le monde dit, mais on a un danger au Morne Rouge. Ouais. Tout à fait. On peut peut-être un petit peu calmer le jeu. Tout à fait. Monsieur, il nous reste un quart d'heure. On va faire un petit exercice qui est un petit peu original. Je crains. Non, ne crains pas. On va rappeler les résultats des élections législatives de 2012 et puis on va essayer de phosphorer sur ce qui va se passer. Ça peut faire une projection. Ça peut donner n'importe quoi. Peu importe, puisqu'on est nous sommes des poètes. Hein? Bon, de la politique. Non, parce que je dis ça, parce que je te lis chaque semaine. Hein? Je me dis, mon Dieu, il est très très beau. Ah oui, il est beau, il parle des trucs avec les gens, il prend un madame qui balayent là, oui, il dit, alors donnez-moi votre position, là c'était, madame lui, oui, là c'était, il faut que vous ait plus belle balai. Je dis, gars, bon. Alors bon, on est sérieux. Alors, souvenez-vous qu'il y avait 302 923 électeurs inscrits. On est d'accord? Rappelle plutôt les chiffres des résultats. Attends, on va y venir. Parce que les inscrits, ça bouge. Oui, enfin, ce qu'on voit sur la masse des Martiniquais, est-ce que je voudrais que les Martiniquais retiennent quelque chose de nos émissions. Il y a théoriquement, pour arriver à l'abstention, donc 309 000, 302 000, c'est pour qu'on arrive à une proportion. Pour un pourcentage de 45%, des électeurs martiniquais, on a à peu près 73 000 exprimés. On est d'accord sur ce chiffre? Bon. Majou nous avait très... On y va comme ça, hein, dans donner des ordres. Nous avait expliqué qu'il faut obtenir 5% des voix, nous avait rappelé, pour essayer dans la course. 5% des voix, ça fait 7 500. Attention, hein. Pour rester dans la course, ça veut dire effectivement ne pas être totalement éliminé. Celui qui a 5% des suffrages exprimés. Non. 45% de participation législative. On était à ce chiffre-là au régional de 2010, qui est un petit peu le visuel le plus probant par rapport à ce qui nous attend. 45% de participation. D'accord. Et on était à 103 000 ou 102 000 électeurs. Et il y avait à peu près 138 000 votants. Oui, ok. On reste la même fourchette que ça. Okay. Même fourchette. Là, on peut penser qu'on sera à peu près dans cet ordre d'idée. Sauf s'il y a un coup phénoménal et qu'on se retrouve avec 49 ou 50% de participation. Alors, restons sur ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une participation Il y a des facteurs favorables, il y a des facteurs défavorables. Voilà. Le facteur favorable, il tient à l'hypermédiatisation de l'élection et à son caractère unique. C'est nouveau. Et historique, en fait. C'est la première fois que... Voilà. Bon. Alors, ça, c'est le facteur favorable. Il y a aussi un autre facteur favorable, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de listes. Beaucoup de listes. Et 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 beaucoup de
et notamment 4 listes qui ont un discours qui n'est pas un discours d'opportunité, mais un discours construit ou élaboré avec un projet. Ce qui n'existait pas en 2010. Ce qui n'existait pas en 2010. En 2010, il y en avait 3. C'est les 3 d'ailleurs qui ont... 2. Moi, je dis 2. Enfin, moi, je dis 3. Moi, je dis 2. Ne sois pas sévère. Allez, très peu en 2010. Là, il y en a un peu plus et c'est un peu plus structuré. Et vous avez vu que les politiques accordent beaucoup plus de considération à ce moment-là. Les choses sont structurées, les gens vont chercher, il y a un vrai programme de meeting, on n'est plus avec la bagnole, c'est fini ça. Quoi? Non, mais... Messieurs, allons à l'essentiel. Non. toujours. Ça existe. Vous donnez raison à Gabriel, oui, on y est. Mais on est dans une modernisation qui n'existait pas en 2010, notamment les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est beaucoup plus... Le défavorable. Non, mais attends. Mais dans le favorable. Attends. Ça, c'est des éléments plutôt favorables. Le défavorable, c'est quoi? C'est que il y a des personnages qui ne sont pas nouveaux. C'est ça le défavorable. C'est l'offre politique est la même. Exactement identique. Ok, et la complexité apparente. Oui, la complexité apparente. Elle vient compliquer les choses. Voilà. Bon, alors, la complexité, c'est surtout que le lecteur, mis à part les questions lancinantes des mauvaises foi caractéristiques de ceux qui ne pas suivant pas de table qui brusquement posent nos questions, mais c'est quoi, je ne comprends pas. Ça fait 5 ans que expliqué. Bon, ceci dit, ces gens-là, j'écoute même plus parce que ça m'énerve. Ça fait 5 ans qu'on explique. Et puis 5 ans, ils brusquement, t'es quoi? Tu as tort, continue. Non, mais c'est bon, ça va, quoi. Il y a un moment dans l'enseignement, sauf quand il pas bon, quand vous faites vidéo. Tu aurais fait un mauvais maître. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'enseignement. Je n'ai pas résisté. La complexité, c'est que les lecteurs n'arrivent pas à percevoir immédiatement comment cette assemblée va se composer. Et c'est ça la complexité. On lui parle de sections, on lui parle de différentes sections. Il ne sait pas s'il aura un bulletin de vote avec tout le monde sur la section. Est-ce qu'il devra voter pour des gens? Est-ce qu'il a le droit de les enlever? Ce sont ces questions-là qui jusqu'à maintenant... On n'a jamais eu le droit d'enlever des gens sur des listes. Bon, se pose la question. C'est pas nouveau, mais on se pose la question d'élection. Tu donnes une offre, il te demande jusqu'où va le service. Voilà, mais c'est ou pas jamais soutirer un nom à la liste municipale ou quoi tu bulletin. Non, mais je donnais un exemple de question. Mais c'est vrai que c'est la complexité, numéro 1, qui vient compliquer les choses. C'est pour ça qu'on reste sur une participation beaucoup plus probable à 45, voire maximum 46 premiers tours, de supérieur à ça. C'est pas possible. Ce qui rend la probabilité, puisqu'on a enlevé cette espèce de critère un peu bridant qui était, attention, si vous voulez être élu au premier tour, il y a 2 conditions, 50%. Plus une voix. Plus une voix, plus 25% des inscrits. Ça a sauté. Ça, c'est important. Ça avait sauté au municipal, parce que l'État français veut faire des économies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un rapport, c'est pour ça qu'effectivement, ça me semble être jouable d'arriver à maximum 45% de taux de participation, et qui rend l'élection au premier tour fort probable, puisque pour réaliser cet exploit, entre guillemets, il ne faut que 66 000 voix. Il ne faut que 66 000 voix. Or, quand on fait des projections de potentiel, il y a 2 listes qui sont potentiellement dans ça, sans faire d'efforts particuliers. C'est la liste d'Alfred Marie-Jeanne et la liste de Serge Letimi. Sans faire d'efforts. Oui, alors que les autres sont très très loin des 66 000. Aux dernières législatives, les Patriotes et RDM alliés avaient obtenu 52% des électeurs. Des suffrages exprimés, tu veux dire? Actuellement, les suffrages exprimés. Oui, ça va de soi. Contre 48% pour l'Alliance PPM. Oui. Est-ce que cette balance, est-ce que ce rapport sera notablement changé? Non, le balancier a changé. La balance les plateaux ont été changés. Il y a des gens qui ont sauté de nos plateaux. Et alors, de ces différences ou de plus? Le RDM 1, il est ratiboisé. Le RDM de 2012 n'existe pas en 2015. Ouais. Mais il a quand même eu 2 fois. C'était le nom. Quand tu enlèves le nom, ça change tout. Dans ce résultat de 52% pour l'Alliance RDM, MIM et compagnie, on comptait les suffrages et après au second tour, l'élection Bruno sera 0. 10 000 voix. On fait 9 000 et quelques. On ne peut plus compter ça. On ne peut plus le compter aujourd'hui. Ouais. Là, à la base, et puis les petites communes du Nord, Casimirius, qui ont compté ça. Le balancier est complètement changé. Donc, ça veut dire que l'élément de visibilité,
de simulation de visibilité, ça reste toujours les régionales 2010. Ouais. Où en fait, on retrouve les mêmes forces politiques en place, quasiment. La différence, c'est qu'en ce Martinique Nouvelle était moins fourni en 2010 qu'il n'est aujourd'hui. Est-ce que ça va amener beaucoup plus de suffrages? On verra ça le 7 au matin. Mais aujourd'hui, il y a un potentiel qui part d'un côté avec un gros constituant et un autre qui reste idéal à ce qu'il était en 2010, mais beaucoup plus concentré. Si on veut donner des chiffres, l'analyse que Gabriel vient de faire, chiffrée, ça donne ensemble pour une Martinique Nouvelle un potentiel de voix mathématique, juste d'addition, de 87 000 voix. Et le potentiel d'Alfred Marie-Jeanne, qui était de l'ordre de 52%, est tombé à 47 000 voix. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie différence. Et c'est là que le 13 décembre, c'est ça? D'abord le 7. D'abord le 6, le 7, oui. Et vous allez attends, je finis, je fais la chute. Et vous allez dire, foot, c'est beau, le kiosque là, t'es fort. Les 47 000 voix que vient d'évoquer Eddie Marajo, c'était le score d'Alfred Marie-Jeanne au premier tour en 2010. D'accord. Oui. À la semaine prochaine, on va continuer. On va commencer par ça la semaine prochaine. OK? Très bien. Parce que je pense que c'est excitant, pour ne pas dire un autre mot plus idéal. Au revoir, madame. À la semaine prochaine. Voilà.